Ensuite, je disais qu'on allait retourner sur les news hardware et qu'on allait parler des failles chez Intel. Une nouvelle faille qui a été découverte chez Intel qui s'appelle la Lazy FP, qui est une autre variante, on va dire, pas vraiment variante, mais qui est une faille à peu près dans le même style que Meltdown et que Spectre, qui a été découverte par Amazon et Cerberus Technologies. Et encore une fois, de la même façon que sur Meltdown ou sur Spectre, le coupable, c'est ce qu'on appelle l'exécution spéculative, qui sont grosso modo la possibilité à certains programmes ou processus d'aller lire les infos d'autres processus sur la mémoire qui est dans le registre, sur les registres grosso modo. Grosso modo, vous avez un programme, un processus qui est en train d'être exécuté sur votre processeur, sur un cœur physique. Il y a normalement un mécanisme qui permet d'éviter certaines écritures pour gagner en performance sur les registres. Et du coup, le problème, c'est que, voilà... Oui. Donc, ce que je disais, c'est que certains contenus de ces registres-là qui sont utilisés par ces processus, donc c'est des registres bien spécifiques avec certaines extensions bien spécifiques, MMX, SSE et AVX, eh bien, le contenu de ces registres-là pourrait être lu par un autre processus et non par celui qui l'a écrit. Voilà, grosso modo, votre programme écrit des informations dont il a besoin dans le registre. Puis là, vous avez un autre programme qui n'a pas écrit ces informations-là, qui ne devrait pas y avoir accès normalement, mais qui peut les lire quand même. Et ça peut être assez problématique. Et c'est ça le cœur de la faille, du Lazy FP. Puis c'est aussi un petit peu le cœur des failles Meltdown et Spectre. Donc voilà. Bon, grosso modo, ça ne change pas grand-chose pour vous, parce que avant que quelqu'un installe ça chez vous, puis infecte votre PC avec ce type de faille, puis l'utilise, c'est que il se sera donné beaucoup de mal, qui voudra vraiment vos informations. À mon avis, ça arrivera à personne d'entre vous. Mais voilà, juste pour vous prévenir. Ensuite, on a Intel. Intel, on parlait des prochains GPU de chez Intel. Intel qui travaille sur des cartes graphiques dédiées qui vont venir très prochainement. On a maintenant une date précise. Intel a tweeté là-dessus une date 2020. Arrivée des premiers GPU Intel dédiés, donc première carte graphique Intel en 2020, pour venir faire de la concurrence à Nvidia, puis aussi un petit peu à AMD. Donc voilà, là c'est vraiment une date qui a été officialisée par Intel, c'est plus du tout des spéculations, 2020, ça arrive. Boum. Ensuite, on va parler de la PS5 et de la coopération Sony et AMD. Donc il semblerait que la PS5 pourrait sortir aux alentours des 2021, en même temps que les futurs GPU Navi de chez AMD qui sortiraient en 2020. En gros, la PS5, ce qu'on sait actuellement, puis ce qu'on prévoit, c'est qu'elle se base sur un processeur AMD Zen+, donc potentiellement la génération actuelle de processeurs Zen, donc tous les Ryzen 7 2700, etc., c'est que ça serait basé sur ce type de processeur-là, qui serait potentiellement un 8 cœurs avec 16 fils de calcul, et sur une carte graphique qui serait basse consommation avec l'architecture Navi. Donc l'architecture Navi, c'est celle qui va sortir, je pense, en 2020, en 7 nanomètres, avec également potentiellement de la GDDR6 en type de mémoire. Donc là, la PS5 aurait un CPU AMD 8 cœurs, et une carte graphique AMD Navi 7 nanomètres avec de la GDDR6. Il y aurait d'ailleurs potentiellement aussi une PS5 Pro, parce que je pense que on spécule qu'ils vont peut-être faire une version avec d'autres GPU de chez AMD. Voilà. Et apparemment, il semblerait que ce soit déjà pas mal avancé, ou que la collaboration dure depuis un moment, parce qu'apparemment, ça fait depuis environ 3 ans que les 2/3 de l'équipe ont commencé la conception des GPU Navi pour les associer à la PS4. Et par contre, au niveau des noms, on n'en a aucune idée. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Bon, on va retourner un petit peu sur un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo. Un jeu vidéo dont je voulais parler, qui n'a pas été montré à l'E3, qu'on attendait fortement à l'E3. Il s'agit de Final Fantasy VII, le remake. Apparemment, ils n'ont pas voulu le montrer parce que
Le jeu n'est pas assez avancé pour avoir du gameplay ou quelque chose d'autre. La fois où il l'avait montré à l'E3, c'était juste pour montrer qu'ils travaillaient dessus, puis c'était un projet qu'ils étaient en train de faire. Mais apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes avec l'équipe qui faisait le développement et la compagnie qui faisait le développement de ce jeu-là, qui faisait le remake, parce que c'était pas Square Enix directement qui faisait le remake, c'était une compagnie tierce. Et la compagnie avait beaucoup de problèmes à faire le remake. Et du coup, apparemment, Square Enix a repris le jeu et a dit tout ce que vous avez fait, on l'efface parce que c'est de la merde. Et on reprend le développement de Final Fantasy VII Remake depuis le début. Donc c'est pour ça qu'au final, ils n'avaient pas grand-chose à montrer, mais ils ont voulu faire un communiqué disant qu'ils travaillaient dessus et que il est en train d'être développé en parallèle à Kingdom Hearts 3 et que pour l'instant, voilà, il est en phase qui est genre la phase juste après le concept de conceptualisation. Grosso modo, la phase de conceptualisation où ils savent un petit peu près ce qu'ils vont faire, mais ils n'ont pas vraiment encore fait grand-chose. Bon, on est juste après cette phase-là. Voilà, c'était juste pour vous tenir informé par rapport à ça. Ensuite, on va parler des nouveaux CPU d'AMD Ryzen 5, le 2500X et le 2300X, le 3000, mon dieu. Donc Ryzen 5 2500X et Ryzen 3 2300X qui ont été aperçus, qui devraient sortir très prochainement et qui, du coup, les premiers benchmarks sont sortis. Ça va être des CPU aux alentours des $150 pour, je pense, les Ryzen 2500X, $150, $200. Le 2300X devrait être aux alentours des $130-$140 également. Donc ce que je disais, c'est que on a les scores Geekbench qui sont juste ici, et ça c'est les scores pour le Ryzen 5 2500X qui tourne à 3.6 GHz de base et qui monte jusqu'à 4 GHz en boost, avec un TDP de 65 watts, donc ce qui est un TDP pas énorme et qui va grosso modo être entre les 150 et $160 US. On devrait l'avoir aux alentours des 180 € en France. Et il est très très proche du i7 7700 de chez Intel, à mon avis au score single core, puis au score, même en multi-cœur, il doit être très très proche parce que c'est deux processeurs du coup qui ont 4 cœurs et 6 fils de calcul, et 8 fils de calcul. Le 2300X, c'est un processeur juste quad-core, sans hyperthreading, qui lui tourne à 3.5 de base et 4 GHz en turbo, avec également, genre, je pense, un TDP qui va être aux alentours des 45-65 watts. Il va coûter entre 120 et 140 US, puis on voit qu'il est un petit peu plus bas, 14 000 en score multicœur, ce qui les rapproche du i5 7600K. Donc ici, pour avoir un petit résumé, c'est les deux nouveaux processeurs qui vont sortir, c'est le Ryzen 3 et le Ryzen 5, donc tous les deux gravés en 12 nanomètres, sur l'architecture Zen+. Le Ryzen 3 2300, c'est du 4.4, donc 4 cœurs sans hyperthreading. Le Ryzen 5, c'est du 4.8. Donc tous les deux qui vont avoir une fréquence boost à 4 GHz. Donc voilà, ça se rapproche beaucoup des i7 Kaby Lake pour le Ryzen 5. Et le Ryzen 3 se rapproche des i5 Kaby Lake. Voilà. Si vous voulez avoir des performances qui ressemblent plus à du Coffee Lake, ça va être le Ryzen 5 2600-2600X, parce que là on est sur du 6 cœurs, 12 fils de calcul. Voilà. 65 watts les deux. Voilà. Je pensais que le Ryzen 3 allait avoir un TDP un petit peu plus bas, mais apparemment non. 65 watts les deux pour le TDP. Ensuite, on va parler d'un nouveau centre de calcul, donc un super calculateur qui a été installé très récemment pour le Oak Ridge National Laboratory Summit. Donc le Oak Ridge National Laboratory, qui est genre un laboratoire de recherche nationale donc à Oak Ridge aux États-Unis, qui apparemment est maintenant opérationnel, qui a été construit avec plus de 27 000 NVIDIA Tesla V100 et à peu près 9 000 processeurs IBM Power 9, histoire d'apporter encore plus de puissance pour la recherche, puis pour la science, puis pour l'avancée dans ces domaines-là. Donc on a vraiment un truc qui est hyper puissant. Vous imaginez quoi, un super calculateur avec 27 000 NVIDIA Tesla V100, donc 27 000 cartes graphiques. Voilà. C'est beaucoup. Il y a à peu près plus de 200. On va parler de la puissance de calcul, mais je vais vous parler un petit peu de l'utilisation. Donc ça va être essentiellement utilisé pour la recherche sur le cancer, avec notamment le National Cancer Institute des États-Unis qui travaille avec un programme qui est appelé le Cancer Distributed Learning Environment, qui s'appelle le CANDLE, donc l'environnement
d'apprentissage distribué sur le cancer, qui est apparemment un outil qui permet d'extraire, d'analyser et de trier des données de santé pour révéler des relations potentielles et cachées entre vos données de santé puis un potentiel cancer. Grosso modo, c'est pour essayer de trouver les causes de cancer cachées qu'on ne connaît pas encore, qui pourraient impacter sur l'apparition de cancer, que ce soit les gènes, la biologie, etc., etc., et l'environnement. Des recherches sur l'énergie de fusion, donc comment faire de la fusion, etc. Et puis bien sûr tout ce qui est maladie générale et addiction. Donc essayer d'apprendre avec des IA comment les maladies évoluent, puis comment mieux les prévenir, etc., etc. Au niveau de la puissance, on va directement aller là-dessus. Donc le Summit, qui est le supercalculateur qui a été construit, on a 4608 nœuds, ce qui est un petit peu moins que apparemment le supercalculateur qui était utilisé avant, qui était le Titan. On a par nœud, c'est par nœud, on a 6 Tesla V100 par nœud, et on a 2 IBM Power 9 par nœud. Donc vous multipliez tout ça, là, 2 IBM Power 9 par 4608, puis vous multipliez 6 Tesla V100 par 4608. Ça vous fait un peu plus de 27 000 et un peu plus de 9 000 processeurs. Donc voilà, on a exactement 27 648 Tesla V100, 9 211 16 CPU, pour une puissance par nœud de 49 teraflops. 49 teraflops. Un Tesla V100, ça fait environ 9 teraflops de puissance en FP32, je crois, ou FP64. Donc du coup, on en combine 6, 49 teraflops de puissance. Les performances totales du centre de calcul sont à 200 pétaflops, c'est-à-dire 200 000 teraflops. C'est-à-dire 200 millions de gigaflops par seconde. Enfin, voilà, c'est gigantesque. C'est une puissance de calcul énormissime. Avec, on a 512 Go de DDR4, 512 Go de DDR4, donc de RAM, 512 Go de RAM par nœud, avec en plus de l'HBM2 et de la mémoire, je pense, NVDIMM, ça doit être de la mémoire, l'équivalent du NVMe. On a 800 Go en NV, donc le NV en mémoire non-volatile memory, 800 Go, et au total, sur tout le système, on a 10 pétabytes de données, de place, de stockage. Voilà. Tout ça, ça se connecte avec du NVLink, qui est une connexion faite par Nvidia qui est hyper rapide, qui monte jusqu'à 300 Go par seconde. Et ça consomme 13 MW. Juste dire ça, c'est énorme. Ça consomme 13 MW. Vous imaginez 13 MW. C'est insane. Bref, on va parler des nouvelles GTX 1180 et plus généralement de la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia, donc la prochaine génération de cartes graphiques, et notamment des technologies qu'elle pourrait embarquer, parce qu'on parle beaucoup de la date de sortie, du prix, des perfs, mais on ne parle pas vraiment du chipset en lui-même, puis de ce qu'il aura. Donc il semblerait que la prochaine génération de cartes Nvidia aurait un support pour le RTX, donc la technologie Nvidia RTX, d'un point de vue hardware. Donc il y aurait certainement une puce dédiée pour le ray tracing. Donc le RTX, c'est une technologie avec laquelle qu'a présenté Nvidia il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est il y a 3-4 mois, qui s'appelle le ray tracing technology, ou plutôt real-time ray tracing, qui permet justement de faire du tracé de rayons en temps réel, ce qui était jusqu'alors impossible parce que c'était trop gourmand en performance. C'est pour ça qu'on utilisait des algorithmes d'occlusion ambiante pour rendre les lumières, les ombres, etc. Alors que tout ce qui se fait en industrie du cinéma utilise du tracé de rayons pour avoir les ombres et la diffusion de la lumière de manière exacte, et donc du coup c'était impossible sur PC et sur GPU de le faire dans les jeux vidéo. Maintenant c'est possible grâce à justement ce petit truc qu'a fait Nvidia, et apparemment il y aura un chipset dédié à ça, une petite puce dédiée à ça dans la nouvelle architecture et dans la nouvelle génération de cartes graphiques, histoire que ça soit pas trop gourmand sur le reste de la carte graphique. Ils vont faire un truc dédié pour que ça supporte ça puis que ça tourne là-dessus. Il y aura également le support de l'HDMI 2.1, donc qui apporte beaucoup de nouvelles choses, notamment la 4K à 100 et 120 Hz, la 5K à 120 et 120 Hz, etc., etc. Même la 10K à 120 et 120 Hz. La Dynamic Range dynamique, donc le dynamique HDR, plein de trucs comme ça.
donc voilà, qui vont être amenés par l'HDMI 2.1. Et le dernier truc qu'il y aura, c'est certainement un nouvel algorithme pour la gestion de la fréquence et de l'horloge, de la vitesse d'horloge. Donc savoir comment ils vont gérer, comment tu passes de ton base clock à ton boost clock, puis peut-être pouvoir encore aller plus loin dans les fréquences haussées, dans les fréquences boostées sur les cartes graphiques Nvidia. Bon, bien évidemment, il y aura ici de la GDDR6, voilà, bien évidemment. Donc ça, c'est les nouvelles technologies qui seront intégrées certainement dans les GPU next-gen. Donc un chipset pour le ray tracing, l'HDMI 2.1 et certainement des nouveaux algos pour les fréquences. On va parler maintenant un petit peu des spéculations par rapport notamment aux dates de sortie et du prix de la prochaine génération, notamment de la GTX 1180. On s'attendait à ce qu'elle soit annoncée au Computex et qu'elle sorte courant juillet. C'est pas ce qui s'est passé. Là maintenant on a deux possibilités, voire même trois possibilités différentes. Première possibilité, la plus pessimiste, c'est que Nvidia attende la fin de l'année pour annoncer ses nouvelles cartes. Grosso modo à peu près en octobre-novembre, qu'ils annoncent leurs nouvelles cartes pour octobre-novembre, et que ça sorte juste un peu avant Noël, et que du coup tout le monde achète ça pour Noël. Ça c'est le plus pessimiste. Le deuxième, c'est le plus optimiste, et apparemment certaines marques ont un petit peu près corrélé cette information chez certains journaux. Par rapport à la presse, ils ont dit à la presse certaines informations qui apparemment, et la même date revenaient, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ça serait une potentielle annonce est sortie pour le 31 juillet. Mais ça, c'est vraiment le truc le plus optimiste. Et puis, je pense pas que ça va se passer le 31 juillet. La dernière possibilité, qui est certainement la plus réaliste au final, on n'est ni optimiste ni pessimiste, on est juste un petit peu plus réaliste, c'est qu'NVIDIA attende une autre conférence qui s'appelle la conférence du Hot Chips, qui va se passer grosso modo le 20 août pour annoncer ces nouvelles cartes, qui du coup sortirait certainement début septembre, juste après la conférence. Un truc qui pourrait à peu près annoncer ça et nous orienter plutôt sur cette voie réalistique, sur cette voie réaliste, pas réalistique, parce que ça ne veut rien dire, c'est que dans la conférence et dans le plan de conférence Hot Chips, il y aurait à l'ouverture des conférences un petit truc qui se serait appelé genre NVIDIA Next Generation Mainstream GPU. Ça serait présenté par Stuart Oberman et ça ferait quasiment l'ouverture de la conférence Hot Chips. Voilà, ça serait le jour d'ouverture ou le jour d'après, ça serait dans le plan de conférence, il y aurait ce truc-là. Donc ça serait potentiellement le jour où ils annoncent les nouvelles cartes graphiques NVIDIA, donc le 20 août, pour une sortie certainement en septembre-octobre. Voilà. Donc c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle sur la date de sortie, c'est les trois possibilités, sachant que la dernière est certainement la plus probable. En attendant, ça sera toujours de la GDDR6, etc. Les specs n'ont pas changé, on pense les specs, ce qu'on spécule sur les specs, c'est toujours pareil. Par contre, au niveau du prix, on s'attend peut-être plus à un prix qui soit aux alentours des 800 000 $ pour la 1180, alors qu'au début, on pensait que ça allait certainement sortir aux alentours des 700 $, donc 699 $, ce qui était 100 $ de plus que la 1080 qui était sortie à 599 $. Là, on tablait sur du 699 $, mais il semblerait que le prix soit peut-être encore un petit peu plus élevé et qu'on ait un prix aux alentours des 800-900 $, ce qui ferait assez mal au cul quand même. Voilà. Bah voilà, c'était à peu près tout pour ces news. C'était la dernière news que j'avais. En tout cas, c'était un très long tech talk qui a duré 1h20 avec beaucoup d'annonces au début sur le jeu vidéo parce qu'on a fait tout le récap de l'E3. Peut-être que je couperai en deux le tech talk pour faire une partie récap E3 puis une partie news hardware. Donc je vais certainement couper en deux. Voilà, juste pour que vous soyez au courant. Mais les deux parties vont sortir demain. Voilà. Bon, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, moi comme d'habitude, je vous dis ciao, bonsoir.